On va être strict sur le temps, donc je vais commencer tout de suite en l'étant moi-même, en vous présentant la première présentatrice de cet après-midi, qui est Gabrielle Leblanc. Gabrielle va nous parler du projet Priorité Trans. Gabrielle est une femme trans qui a vécu dans plusieurs villes d'un bout à l'autre du pays. Après avoir travaillé pendant plusieurs années comme barmaid dans un bar fréquenté surtout par des femmes trans travailleuses du sexe, elle a quitté son emploi pour devenir intervenante pour Aztec. Dans le cadre de son travail, elle arrive à rejoindre une population vulnérable qui est souvent laissée pour compte par les organismes traditionnels de services sociaux et de santé. Elle offre aussi un programme Trans 101 aux organismes communautaires et aux maisons d'hébergement d'urgence pour femmes afin de faciliter l'intégration et l'acceptation des personnes trans dans ces services. Gabrielle est également co-investigatrice avec REACH 2.0, Projet des priorités trans, un projet national visant à établir les priorités de recherche des femmes trans autour du VIH. Donc, accueillez Gabrielle pour sa présentation. Pas stressant pantoute, je connais la moitié de la salle, fait que... j'ai pas besoin de me présenter, c'est parce que c'est Gabrielle numéro 3 dans le fond aujourd'hui, là, c'est pas mêlant. Si vous savez pas comment quelqu'un s'appelle, c'est Gabrielle. Et comme Gabrielle le dit si bien, je vais parler un peu de le projet de recherche sur les priorités trans qui a été subventionné par REACH. C'est un projet qui a commencé quand même il y a trois ans de cela. Et aussi aujourd'hui, je vais vous parler du stigma et des impacts sur les vies des femmes trans touchées par le VIH. C'est notre équipe de recherche, Nora Butler-Burks, moi-même, Zach Marshall, Ivana Ortigas, Yasmine Persad et Aiden Schein. Avec nos collaborateurs. C'est ce que je vais vous parler un peu pour les 15 prochaines minutes. C'est simple en fait, ça le dit, le titre le dit, établir des priorités de recherche pour les femmes trans et le VIH à l'échelle nationale. Donc, on s'est dit que on voulait aller interroger, parler, discuter avec les femmes trans à travers le Canada pour savoir qu'est-ce qu'eux pensaient, qu'est-ce qu'eux voulaient. On a vraiment fait nos appels pour les discussions en visant les femmes trans le plus touchées par le VIH. On a ciblé beaucoup le milieu de la rue, le milieu du travail du sexe, de façon volontaire pour aller parler à ces femmes-là qui sont exposées quasi quotidiennement au VIH et qui sont beaucoup plus à risque. Outre aller chercher de l'information sur c'est quoi leur priorité à ces femmes-là, leur donner une voix, surtout parce que souvent les recherches, on oublie des fois pour qui on fait la recherche. On ne fait pas la recherche pour les chercheurs, on fait la recherche pour les gens qu'on veut aider. Donc, avant de décider qu'est-ce qu'on va faire comme recherche ou qu'est-ce qu'on va faire comme action, posez donc la question. C'est ce qu'on a fait. Puis aussi, on a pris l'occasion pour pouvoir essayer de connecter ces femmes-là à travers le Canada. Éventuellement, on veut essayer de justement développer des networks de ces femmes-là pour qu'elles puissent partager leur expérience, leur vécu d'une côte à l'autre du Canada, mais on n'est pas rendu là encore. Donc, nous, on est qui? Parce que c'est pas juste moi, je les ai nommés tout à l'heure. On est une équipe entièrement trans, donc on est une équipe de recherche par et pour les personnes trans. Je crois pas qu'à ce jour, il y ait eu des recherches sur les personnes trans composées entièrement de personnes trans.
On a en groupe des expériences de travail du sexe, de travail communautaire, de recherche sur le VIH. Il y a des membres qui sont séropositifs, séronégatifs. Donc, on a amené tous nos bagages ensemble pour travailler ensemble et on est majoritairement des femmes trans également. Cette approche-là aussi de connecter avec les femmes à un niveau égalitaire de moi, je connais ta réalité, c'est ma réalité, je la vis, et puis, je dirais pas on peut se regarder dans le blanc des yeux, elle va pas m'aimer, mais... Donc, comment on a fait ça? Bien, on a fait à travers le Canada dans 5 grandes villes. On est allé dans les grandes villes parce que c'était plus facile de rejoindre plus de monde. On aurait pu aller dans des régions, mais avec le temps et le budget qu'on avait, c'était pas possible. Donc, on est allé à Vancouver, Edmonton, Winnipeg, Toronto, Montréal. On a fait des focus groups, des groupes de discussion d'une dizaine de personnes. Puis, on a fait des entrevues individuelles également. Au total, on a parlé à 78 femmes. Et puis, on a fait des groupes spécifiques, entre autres à Toronto pour les femmes noires afro-caribéennes, à Montréal, un groupe de femmes latino, et aussi à Winnipeg, un groupe de personnes autochtones pour avoir des réalités un petit peu plus spécifiques. Par contre, à ce moment-ci, on n'a pas assez de décortiquer les données pour avoir des données différentes par rapport aux groupes ethniques. On a aussi fait des sondages en ligne pour des chercheurs ou des fournisseurs de services pour savoir qu'est-ce qu'eux pensaient et des entrevues, soit en personne ou au téléphone, également avec des chercheurs et des informateurs clés. Puis vont s'en venir des genres de petites capsules web ou papier, un petit peu dans l'idée de ce que Transpulse a fait pour sortir un peu plus de données. Ça ressemblait à quoi les femmes qu'on a rencontrées? Eh bien, sur les 78 femmes qu'on a rencontrées, 38 % de personnes autochtones, de femmes autochtones, 26 % caucasiennes, 18 % Amérique latine, 12 % noires afro-caribéennes et 4 % de l'Asie du Sud ou du Sud-Est. Donc, on a quand même une bonne échantillon. L'âge moyen est à 40 ans, mais ça allait de 18 à 65 ans. Qui étaient les partenaires sexuels de ces femmes-là? On le voit, en majorité des hommes cis. Et puis après ça, un peu tout le monde. Bien sûr. Dans le questionnaire anonyme qu'on leur donnait, 20 % de ces femmes-là ont dit être séropositives, 63 % séronégatives, puis hépatite C, c'est 22 %. Alors, on s'entend bien que ce n'est pas des chiffres représentant la communauté trans en entier, là, c'est vraiment notre petit échantillon. Donc, comme je le disais aussi au début, on voulait aller vers les femmes les plus touchées. Donc, 78 % faisaient du travail du sexe ou font encore du travail du sexe. Et puis, c'est écrit foncé, hein? 72 % utilisent des substances. Alcool non inclus. Donc, pendant les groupes ou pendant le questionnaire, on touchait des points. Les points principaux qu'on touchait, c'était les services existants. Qu'est-ce qu'ils en pensent? C'est quoi leur point de vue par rapport aux services déjà existants? Qu'est-ce qu'ils aimeraient voir comme futur service ou intervention potentielle pour travailler sur le VIH. Et puis, évidemment, c'était quand même des discussions libres, donc plein de sujets ont sorti. Puis l'analyse préliminaire, c'est vraiment 4 points qu'on a ressortis de tout ça, là, les points principaux. Là. Je ne sais pas pourquoi c'est ceux-là qui sont écrits le plus petit, là, mais pour la majorité de ces femmes-là, c'est vraiment travailler sur réduire la stigmatisation.
C'était un des points les plus importants de l'étude qui est sortie. Recherche sur les interactions thérapeutiques. Donc, quand je dis recherche sur les interactions thérapeutiques, c'est plus de recherche sur l'interaction de la trithérapie avec l'hormonothérapie, des recherches sur l'efficacité de la PrEP pour quelqu'un qui prend des hormones, ce genre de recherche-là. Étonnamment, pour eux, la priorité d'une cure pour le VIH, ça n'a jamais été mentionné. C'est vraiment pas ça leur priorité. Aussi, améliorer la façon dont les services sont offerts. La déconnexion des services, que les services travaillent en silo, c'était vraiment un problème pour la majorité d'entre elles. Donc, être obligé d'aller voir un professionnel de la santé pour les hormones, un professionnel de la santé pour l'hépatite C, un professionnel de la santé pour le VIH. Et comme on le disait un peu plus tôt ce matin, là, un médecin ne veut pas prescrire ou suivre parce que tu es trans. En tout cas, c'est ça, de pouvoir essayer de réunir ces services-là, c'était important pour elle. Et puis aussi, en tant qu'intervenant, réussir à travailler sur les traumatismes et la violence interpersonnelle. Ça va jusque-là? Donc, sur les 3 points, les 3 derniers points, mais j'en ai parlé là, brièvement. J'ai décrit ce qui était sorti surtout, mais aujourd'hui, je vais parler surtout de la stigmatisation. Donc, on en a parlé beaucoup aujourd'hui de stigmatisation. On la vit à différents niveaux. On la vit pour le VIH. On la vit beaucoup pour les personnes trans. Beaucoup de ces femmes-là qu'on a rencontrées avaient de la misère à en parler entre elles. Aussi, la façon dont les études sont faites en mettant de l'avant les femmes trans comme étant un groupe de population à risque, elles trouvaient que de toujours nommer les femmes trans comme population à risque, ça les stigmatisait encore plus. Donc, c'est comme un couteau à double tranchant. On en parle comme pas assez parce qu'on a de la misère à en parler, mais d'un autre côté, c'est toujours elles qu'on nomme. Donc, ça, en tant que groupe, elles trouvaient ça vraiment stigmatisant. L'idée de la responsabilité qui est... Puisqu'il y avait beaucoup de ces femmes-là qui étaient des femmes qui font du travail du sexe, souvent, en tant que client, le réflexe est de remettre la responsabilité sur la travailleuse. Je pense que c'est vrai aussi pour les femmes cis et les hommes cis. Donc, de toujours avoir le poids de la responsabilité de la protection dans une relation travail, je dirais. Le problème aussi, c'est que la majorité de ces clients-là, c'est des hommes cis, et puis ces hommes cis-là, eux, ne se sentent pas à risque, ne se considèrent pas comme une clientèle à risque. Pour eux, dans leur tête, ça, c'est ce que les femmes nous disaient, comment elles le percevaient. Ils ne voient pas l'importance de se protéger parce que les campagnes de sensibilisation, ils sont faits auprès des ARSA, ils sont faits un peu auprès des femmes trans, pas auprès des hommes cisgenres hétérosexuels, entre guillemets, qui fréquentent ces femmes trans-là. Donc, d'après elle, il y aurait beaucoup de travail à faire de sensibilisation auprès des clients de ces femmes-là. La stigmatisation internalisée, pas internalisée juste à l'intérieur de soi, mais à l'intérieur d'une communauté. Il y a la communauté trans qui est quand même multiple et variée, mais il y a aussi la communauté trans de travail du sexe qui est quand même petite. Beaucoup de ces femmes-là auraient aimé pouvoir parler de leur statut sérologique et hésitent de le faire de peur que ça se sache, de peur que les filles qui font aussi le travail du sexe
se servent de ça comme un outil pour dire à un client « Ah, va pas avec elle, elle est séropositive. » Donc, ça crée un espèce d'environnement de crainte où elles ont peur de se dévoiler et d'en parler aux autres. Blâmer la victime, ça, je pense qu'on le voit dans beaucoup de cas. Donc, de dire aux femmes, ben là, c'est ta faute, tu avais juste à faire plus attention. Donc, je pense que c'est pas un discours nouveau, mais c'est intéressant de l'entendre quand même de cette clientèle-là. Ce qu'ils font, encore une fois, qu'elles ont peur d'en parler. L'intersection complexe, l'intersectionnalité et l'isolement. Donc, être trans, isolant, stigmatisant dans certains contextes. Être travailleur du sexe, stigmatisant, isolant. Être séropositif, stigmatisant, isolant. Donc, là, on mélange tout ça. En plus d'avoir les services de soins de santé en silo, beaucoup de travail à faire à ce niveau-là. D'information, d'éducation, je pense, beaucoup de sensibilisation. Cette slide-là répète un petit peu la dernière. Donc, qu'est-ce qui va venir après nous, la stigmatisation? On n'avait pas vraiment là, les 4 critères là, qu'on voyait plus tôt. Ils ne sont pas vraiment mis en ordre quelconque. Mais pour le moment, on a un projet de recherche qui vient d'être approuvé pour une subvention. Puis ça va être pour améliorer la façon dont les services sont fournis. Donc, on a le projet TEACH avec 2 H. Donc, Transgender Education for Affirmative and Competent HIV and Healthcare. Donc, c'est une subvention qui vient du CIHR, le programme de recherche communautaire sur le VIH-Sida. Et puis, on veut faire un projet pilote de formation qui va un petit peu comme l'Alliance ETIAM essaie de faire, relier VIH et personnes trans, mais au niveau des professionnels de la santé. Donc, aller donner des formations pour justement ramener ces 2 silos-là un petit peu côte à côte. Donc, c'est un projet pilote qui va débuter bientôt. Ça va se faire à Vancouver, Toronto et Montréal, incluant certaines cliniques médicales ici à Montréal. On va voir qu'est-ce que ça donne. La recherche sur les interactions thérapeutiques, il y a plusieurs demandes de subventions qui ont été demandées. Il n'y a rien qui a été approuvé ou qui est rentré encore. Donc, on attend encore de voir si ça va déboucher. Et puis, réduire la stigmatisation. Peut-être qu'Aztec, éventuellement, sera partenaire de l'équipe pour monter un projet pilote en vue de réduire la stigmatisation. C'est vraiment juste dans les nuages, là, on en parle et on verra si ça donne quelque chose de concret. Donc, c'était pas un beau témoignage qui venait du cœur comme toutes les belles présentations de ce matin, mais honnêtement, de parler à ces femmes-là, de voir où elles vivent, leur réalité, ça a vraiment été un processus enrichissant. Même à travers le Canada, on va à Winnipeg, les réalités sont complètement différentes. On va à Edmonton, les réalités sont complètement différentes. Dans certaines communautés, on a des femmes trans qui disent à cause de mon apparence, le jour, je sors pas en femme, j'ai peur de me faire attaquer. Fait que le jour, je sors en homme, je sors juste en femme le soir pour travailler parce que j'ai peur pour ma sécurité. Donc, c'est au Canada, ça. Puis c'était il y a 2 ans. Donc,
On voit qu'il y a encore beaucoup de travail à faire. Et puis, je vous remercie beaucoup d'être venu en grand nombre parce que c'est une journée vraiment super intéressante. On va passer aux questions, puis après-midi, on s'est gâtés, on a même 2 micros. Puis on a 8 minutes, donc on a le temps pour une couple de questions. Alors moi, j'ai une question. Recherche sur les interactions thérapeutiques. Est-ce qu'à l'étranger, il existe quelque chose là-dessus? Pas à notre connaissance. Les seules interactions thérapeutiques qu'on voit, c'est au niveau des femmes cisgenres et du taux hormonal. Là. Pas au niveau... Il n'y a pas de recherches cliniques qui ont été faites avec un groupe de population femmes trans ou même hommes trans uniquement. Et puis, comme on l'a mentionné aussi plus tôt ce matin, quand il y a des données pour les personnes trans, c'est des données qui sont tout mélangées avec un groupe de femmes ou d'hommes cis. Donc, c'est pas quelque chose qui sert à quelque chose parce que c'est 1, 2, tu sais, c'est un très petit nombre. Donc, ce qu'on essaie de faire, c'est vraiment un groupe monitoré uniquement femmes trans. Ouais. Au niveau des actions de sensibilisation qui peuvent être entreprises ou des campagnes de communication, bon, c'est sûr que le témoignage et les histoires personnelles, ça peut avoir un impact vraiment important au niveau de la population en général, des intervenants, sauf qu'on ne veut pas nécessairement instrumentaliser les vécus des personnes, puis de s'assurer que les personnes témoignent dans un contexte sécuritaire. C'est pas toujours facile de trouver des personnes qui ont envie de livrer ça. Donc, quelles autres actions de sensibilisation peuvent être faites? Est-ce que c'est simplement de répéter les statistiques, répéter des histoires? Y a-t-il autre chose qui pourrait être fait? Répéter des statistiques, honnêtement, je pense pas, là. Pour les universitaires, peut-être, là, mais en communauté, c'est pas ça qui a vraiment beaucoup d'impact. Nous, une des idées qu'on avait pensées, c'était de créer des capsules vidéo, de les diffuser at large en ayant des gens qui témoignent, mais l'avantage, c'est qu'on peut, en les faisant nous-mêmes, c'est nous qui les éditons, et puis quitte à les faire à visage caché ou à voix cachée pour protéger justement la sécurité ou le revenu de ces femmes-là, c'est une idée qu'on avait. C'est tout? Bien, merci beaucoup. Merci, Gabrielle. On voit qu'il y a encore beaucoup de déconstruction à faire, puis on voit, je pense aussi que la recherche qui donne la voix aux personnes trans ou qui donne la voix aux personnes qui sont les premiers touchés, ça a définitivement un impact. Fait que merci pour avoir partagé ça avec nous, Gabrielle, numéro 1.